bonjour à tous, bienvenue pour ces grands entretiens Vers de Terre Production. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Le Foll qui nous fait l'amitié de nous accorder une interview. Donc aujourd'hui, on va parler du coup de votre genèse en tant que ministre de l'Agriculture, comment vous êtes intéressé au sujet agricole, et puis après nos grands sujets que vous avez traités pendant ces 5 ans au gouvernement. Et enfin, bon, les dernières questions, c'est quelle est votre action aujourd'hui au niveau de l'international? Vous êtes redevenu maire du Mans, donc peut-être comment vous allez faire rayonner l'agroécologie au Mans, et puis à la FAO, etc. Donc, je vais laisser François peut-être démarrer l'interview. Donc, on a quelques questions voilà, sur comment vous êtes arrivé à l'agriculture. François. Bien. Merci Stéphane de nous recevoir. Donc si je regarde ta fiche Wikipédia, on apprend que tu es petit-fils d'agriculteur, titulaire d'un BTS Tradicopa, transformation, distribution, commercialisation des produits agricoles, d'une maîtrise et d'un DEA d'économie et un diplôme du Conservatoire des Arts et Métiers. Ouais. Donc on voit que tu as quand même quelques accointances, quelques liens avec l'agriculture, mais ça suffit pas tout à fait pour expliquer comment on finit ministre de l'Agriculture. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Tu donnes un certain nombre d'éléments dans ton livre, mais je crois qu'on ne t'a jamais interrogé en vidéo là-dessus. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus sur ce qui t'a amené petit à petit au ministère de l'Agriculture? Bon, d'abord, c'est une histoire qui commence plus tôt encore que ce que dit Wikipédia, parce que c'est l'histoire d'un village de l'ouest de la Sarthe, dans le canton de Loué, où moi je vis toute ma jeunesse avec un père instituteur, secrétaire de mairie, mais dans un contexte, dans un milieu, dans un écosystème qui était agricole, bocager d'ailleurs. Et la première fois où ça va me secouer un peu, c'est qu'en 79, il y a l'autoroute qui va passer dans le village et on va avoir un remembrement. Donc on a attendu assez tard et ce remembrement est arrivé. Et après 79, moi je vais reprendre contact avec des copains dans la commune pour essayer de recréer, de replanter des haies après le remembrement par définition. Alors en reprenant le Sautener, en refaisant le B.A.B.A. de ce qui est la haie brise-vent, avec le CP, les bourrages, les arbres de Auger, sa perméabilité à 50%, le fait que ça diminue l'évapotranspiration des plantes. Enfin, je ne vous fais pas de détails, les techniciens connaîtront ou se reconnaîtront. Et c'est comme ça que ça commence. Et je suis élu conseiller municipal, donc ma première élection, en 1983, à 23 ans, après 1979. Voilà, c'est comme ça que, au fond, ces questions-là, non seulement m'intéressent, mais j'étais, comment dire, imbibé, comme un buvard, dans ce domaine, dans ce milieu, depuis que j'étais gamin. Bon, les balades dans les chemins, les cabanes dans les bois, et puis la Bretagne aussi, puisque moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, côté maternel à Saint-Trimoil, pas loin de Bréant, une petite ferme de 5 hectares, 4 vaches, une prairie à 1,5 km, des chemins à traverser. Là aussi, un bocage qui va être complètement bouleversé avec l'arrivée de la mutation des années 70 en Bretagne, la production hors sol qu'on va appeler porcine, laitière, un bouleversement colossal. L'IVD aussi, pour que l'indemnité viagère de départ, que mon père va solliciter pour mon grand-père. C'est la première fois que mon grand-père et ma grand-mère vont se retrouver à la retraite avec un peu plus d'argent que ce qu'ils n'ont jamais eu pendant toute leur vie d'agriculteurs modestes sur 5 hectares. Et du côté de mon père, alors dans les Monts d'Arrée, par contre mon grand-père était devenu militaire parce que c'était une famille de 5, 7, dont 6 garçons, et que l'aîné reprenait la ferme, mais que les autres partaient faire autre chose. Voilà, donc cette histoire, moi je la connais par cœur. Cette mutation de l'agriculture, je l'ai non seulement vue, mais je l'ai aussi vécue. Donc j'ai ensuite fait un BTS agricole, parce qu'il y a un moment je me suis dit je vais m'installer. Après je suis reparti, après l'armée, j'ai refait des études. Et puis le fait de devenir ministre, là c'est vraiment lié à autre chose, c'est la politique, c'est le fait que j'ai été directeur de cabinet de François Hollande et que le domaine agricole, quand je suis devenu député européen, m'intéressait. Donc je suis allé à la commission agricole du Parlement, j'en suis devenu vice-président de cette commission. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser d'ailleurs à la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. Et j'avais fait un rapport en 2005, je crois, sur lutte contre le réchauffement climatique et agriculture.
c'est pas un problème, mais c'est une solution. Et dans ce rapport, que j'ai revu avant que je sois ministre comme ça, un peu par hasard, je me suis aperçu que ce qu'il y avait dedans, c'est ce que je vais faire ensuite en tant que ministre. D'accord. Donc en 2005, tu avais déjà commencé à réfléchir à tous ces dépenses. Oh oui, 2004, dès 2004, j'avais rencontré d'ailleurs, à l'occasion d'un article que j'avais vu dans l'Ouest France, Pierre Chenoux et Konrad Schreiber, du côté de la Bretagne et des Côtes d'Armor, parce que ça m'avait frappé, un espèce d'article qui avait été écrit, que j'avais vu comme ça, qui disait que, en gros, moins 50% de temps de tracteur, donc l'économie d'énergie, économie de phyto, et une production à peu près équivalente. Donc j'avais pris le téléphone et puis j'avais été les rencontrer. C'était le sujet, c'était ma question suivante. On ne devient pas ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Agroécologie comme ça en 5 minutes. Non. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur la gestation de cette démarche? Qui t'a inspiré? Quels événements particuliers? Je ne sais pas, la PAC peut-être? Un mot sur Pisani et les gens qui t'ont inspiré quoi, sur... Oui, ce qui m'a inspiré, c'est que quand je suis retourné au Parlement européen, j'avais laissé l'agriculture, parce que dans les années 80, je m'étais beaucoup intéressé, puis après la politique avait rattrapé beaucoup de choses. Le débat européen d'ailleurs en 2005 sur le oui, le non au traité constitutionnel, enfin tout ça, ça va être quand même des moments extrêmement intenses en termes politiques, et où j'avais moins de temps à consacrer à l'agriculture, mais je continuais quand même à regarder tout ça. Qu'est-ce qui fait que je cherche quelque chose? C'est que quand je reviens au Parlement européen, après avoir laissé l'agriculture pendant à peu près 7-8 ans, je m'aperçois que c'est toujours les mêmes débats. Oui, ça peut bouger. C'est le nombre d'agriculteurs, les petites exploitations contre les grandes, l'extensif à un moment comme solution d'un nouveau modèle, mais rien n'avait vraiment bougé en termes conceptuels. Je t'ai dit, c'est pas... alors choisir son camp, il était choisi. Moi j'étais plutôt pour une agriculture qui reste à taille humaine, qui soit effectivement en symbiose avec ses écosystèmes. Ça a toujours été la ligne que j'avais. La preuve, c'est que quand il y a eu le remembrement, j'ai cherché à replanter des haies, puisque je m'étais mobilisé, parce que ça m'avait un peu, comment dirais-je, chagriné ce qui s'était passé. Pas chagriné d'ailleurs, plus que mis en colère par moments, parce que quand vous passez d'un système bocager à un système de plaine ouverte, ça fait quand même un petit choc, quoi. Donc moi j'ai cherché tout ça. Et ce que j'ai cherché, c'est de trouver une voie qui me permette de combiner quand même ce que je voyais dans l'évolution de l'économie agricole, de la productivité agricole, et qu'on ne peut pas dire d'un seul coup, ça s'arrêtera là, hein, à 30 hectares, et puis après on n'en discute plus. J'avais des discussions sempiternelles sur ce sujet. Il faut vous souvenir, vous êtes trop jeune, mais c'était à l'époque des quantums, des prix différenciés, où on allait chercher des systèmes hyper complexes pour arriver à valoriser des prix plus élevés pour les premiers hectares que pour les hectares suivants. Enfin, c'est très compliqué, même si moi, après, j'ai mis pour les premiers hectares une aide supplémentaire sur les premiers hectares qui fonctionne et qui est aujourd'hui appliquée en France. Mais tout ça, c'était des débats que je trouvais qui ne se renouvelaient pas du tout. Et il se trouve que c'est dans cet article. Et donc, j'ai cherché une voie qui combine, en fait, l'écologie, l'économie et la dimension sociale. Je suis assez convaincu que les modèles de production sont très influents sur les modes d'organisation sociale de la production. Et c'est en allant en Bretagne, en découvrant ce que faisait Pierre Chenoux et puis Konrad, que je me dis, là, enfin, je trouve un élément de combinaison qui m'intéresse. Voilà. Et puis après, j'ai cherché, j'ai continué. Et donc, j'étais, comment dirais-je, convaincu du projet que je voulais porter ou du modèle que je voulais défendre avant de devenir ministre. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné envie? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas ça qui m'a donné envie. C'est vrai que d'être ministre de l'Agriculture, c'était aussi une forme d'aboutissement dans toute cette période et toute cette carrière. Hein. Je me suis dit, oui, je veux faire des choses. Et en 2012, François Hollande arrive au pouvoir, donc il donne le portefeuille de ministre de l'Agriculture. Pas tout de suite d'ailleurs. Non, je ne suis pas tout de suite ministre. Mais tu as déjà tout ton plan dans la tête avec non, pas tout, mais quand on regardera, et si vous lisez le rapport que j'avais écrit là, sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture, déjà dedans, j'ai intégré les nouveaux modèles de production,
Et cette idée que l'économie et l'écologie pouvaient tout à fait fonctionner ensemble. Donc ça, c'est ma ligne. Après, il n'y avait pas vraiment de nom à l'époque. Il y avait, par exemple, ce que faisait Parmentier avec Michel Griffon, qui était l'agriculture écologiquement intensive, qui était le concept qui se développait avec la EI. Ça, c'était ça qui était... je suis allé à l'ESA, hein, et Michel Griffon, parce que on parlait de Pisani, qui a été pour moi, à un moment, une rencontre importante, puisqu'on a créé un groupe qui s'appelait le groupe Saint-Germain, pour justement essayer de rebattre les cartes, de les rebattre avec des sociologues, des historiens, des agronomes, des biologistes, pour essayer de rebattre les cartes de l'agriculture, justement. Donc, tout ce travail préalable, moi je le faisais aussi en tant que député européen, vice-président du groupe socialiste et démocrate, vice-président de la commission agricole, et je le faisais pour moi et pour tous ceux à qui ça pouvait servir. Et Pisani était le président d'honneur du groupe Saint-Germain. Donc on a fait un gros travail là, de conception, de conceptualisation, en cherchant justement à ne pas être enfermé dans les débats Confédération paysanne et FNSEA. Hein, parce que là, agriculture bio, c'est fantastique, conventionnel, c'est l'horreur, et puis il n'y a pas de débat entre, il n'y a rien, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a aucune synthèse à faire, il n'y a rien du tout. Hein, hein, et puis du coup, c'est toujours le même débat, et c'est un confort intellectuel en fait. Oui. Parce que quand tu es dans la bio, tu considères que tu es parfait, et tu considères que les autres sont des barbares, on va faire comme ça, hein, voilà. Et puis les barbares considèrent que les autres, c'est des doux rêveurs, qui ne font pas d'économie, et puis comme ça, rien ne bouge. Donc quand on est sérieux, on fait de l'économie, on ne se laisse pas prendre par les petits sujets écologiques et de la petite exploitation, de la dimension sociale, on est dans l'économie. Et puis quand tu fais de l'écologie, tu es un vrai écolo, et toute la question économique, ça, c'est le modèle industriel et capitaliste, et ça, on n'en veut pas. Voilà, donc c'est très confortable, conceptuellement, mais alors en termes de capacité à mobiliser des énergies pour faire autre chose, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez, ça ne débouche pas sur grand-chose. Hein. Ok, donc on voit que c'est issu quand même d'une longue gestation, d'un parcours personnel. Pour mettre en place un projet de cette dimension-là, il ne suffit pas d'en parler. Il faut aussi réfléchir à un plan d'action, un plan de bataille, des actions, des leviers. Quelles ont été tes premières idées en termes d'action, de levier? Comment ça a évolué tout au long de ton mandat? Les GI2E notamment, nous sur le terrain, c'est ce qu'on a vraiment vu en premier. Les GI2E, on y avait réfléchi dans le groupe Saint-Germain. On savait, et j'avais porté ce message qui consistait à dire que le congrès de la FNSEA de 2004 au Mans avait mis l'accent sur l'idée que l'exploitation agricole était une entreprise et que le chef d'exploitation était un chef d'entreprise, tout seul. Et c'est la pire des analyses qui avaient été faites à l'époque, au fond. Parce qu'en fait, le système agricole a besoin, au contraire, de mutualisation, a besoin de coopération, a besoin de systèmes coopératifs. Moi, j'ai toujours été très proche des CUMA, comment on mutualise. Parce qu'en fait, il faut que pour être compétitif, c'est ça, alors ça a mis un peu de temps à être intégré, pour ce qui me concerne, en termes de stratégie politique et économique, c'est que moins on met de capital dans l'agriculture, j'entends de capital financier et de capital, comment dirais-je, machine, outils, mieux on se porte et mieux on est compétitif. C'est-à-dire plus on utilise les écosystèmes intelligemment, moins on y met de capital. Pourquoi ? Parce que le capital et sa rentabilité en agriculture est extrêmement faible. Et toute variation du produit brut liée à des baisses ou des augmentations de prix fragilise tout le dispositif. Donc il y a peut-être un biais de réflexion. Et son renouvellement d'ailleurs. Bon, donc moi, je suis sur cette stratégie et l'écologie est une dynamique qui permet justement de réfléchir à la diminution du besoin en capital, du besoin de financement agricole. C'est quand on fait travailler les vers de terre à la place d'un tracteur et une charrue, bon, voilà, on n'investit pas dans la charrue, dans le tracteur, on n'y met pas des chevaux mécaniques à qui mieux, on a des vers de terre, c'est-à-dire des organismes vivants qui travaillent et à notre place. C'est un exemple qui reste extrêmement frappant et vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de réflexion dans le sens où on transpose une logique d'industrie classique,
où plus on investit, plus on a des outils. On transpose ça dans le vivant, alors qu'en fait, on ne travaille pas avec les mêmes outils. On ne travaille pas du tout avec les mêmes outils. Deuxièmement, on travaille avec quelque chose qui est complètement fini, qui est le foncier. Ça, personne, les gens qui disent, c'est pour ça qu'au niveau agricole, de dire une exploitation agricole, c'est comme une entreprise, et l'agriculteur est un chef d'entreprise, c'est une erreur, mais colossale. Parce qu'il y a un facteur qui est hors choix du chef d'entreprise, c'est le foncier. Il ne bougera pas. Oui, puis le contexte pédoclimatique. Le contexte pédoclimatique, la qualité des terres, ça ne bouge pas. Donc c'est un facteur qui est complètement, en plus, naturel, et hors choix économique pur proprement dit. Deuxièmement, c'est un facteur qui est cher, parce que dans des pays comme les nôtres, on en a besoin du foncier pour faire de l'industrie, pour faire de l'urbanisation, pour faire des infrastructures. Et on en a consommé énormément. Et on en a gaspillé énormément. Donc ne pas comprendre ça, c'est faire une erreur colossale. Et le foncier, c'est les sols. Les sols, c'est du vivant. Et le vivant, c'est pas une usine. C'est tout. C'est pas que des machines et un hangar. Non. L'agriculture, c'est une exploitation, c'est un écosystème, c'est des sols. Donc c'est complètement différent. Et d'avoir perdu la dimension collective, c'est une erreur, mais majeure. D'où le fait qu'on ait remis en place les J2E et qu'on ait pensé ces regroupements d'exploitants agricoles en leur donnant un cadre qu'ils définissent eux-mêmes, c'est pas nous qui définissons le cadre, ça leur permet d'avoir des dynamiques collectives. Et pour traiter des questions environnementales, en plus, on a intérêt d'avoir des dynamiques collectives. Tout ramener à des choix individuels ou des contraintes individuelles, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Et donc, CGI2E, ça a été simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Aujourd'hui, il y en a à peu près 600. Oui, ça bouge bien. Tu es satisfait de ce résultat? En tout cas, je suis satisfait d'un choix que j'ai fait. C'est que je n'ai pas mis une aide spécifique à la création des CGI2E, parce que je savais que le jour où je partais et qu'il n'y avait plus l'aide, ça ferait comme les CTE, les contrats territoriaux d'exploitation. Bon, ça a disparu parce que les gouvernements qu'on suivi ont dit bon, on arrête ça, et puis ça s'arrête. Là, c'est la dynamique des agriculteurs eux-mêmes qui fait le GI2E. C'est eux qui s'organisent. On a mis des aides pour subventionner, au travers du CASDAR, pour subventionner les animateurs de GI2E, parce que ça c'est très important. Mais après, c'est des projets des agriculteurs. Donc c'est eux qui se sentent concernés ou pas. Et quand ils se sentent concernés, eh bien, ils y vont, et ils y vont avec la volonté de réussir. C'est pour ça que du coup, on est passé de 200, 400, 600. Et ça, c'est très important pour moi. Ce qu'on voit dans les GI2E, je sais qu'il y a plusieurs tailles de fermes qui sont représentées dans les GI2E. On va souvent de la petite ferme jusqu'aux personnes qui sont sur 200 hectares. Et l'argument fort, peut-être pour réagir, mais d'artisan du sol, peut-être, montrer que tout le monde fait le même métier. Ouais. Ça, tu l'as expérimenté. Je l'ai porté, expérimenté. Et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai que, on le sait, pour avoir des rotations qui soient plus longues et plus diversifiées, beaucoup plus diversifiées et plus nombreuses, si on raisonne tout le temps que sur des exploitations avec des petites surfaces, par définition, sur les petites surfaces, les rotations sont plus difficiles à faire. Et le fait de se mettre en commun et d'avoir des stratégies de rotation de cultures, de diversification de ces cultures, ça c'est une avancée colossale. Et c'est au bénéfice de tout le monde. Quels autres outils tu as essayé de mettre en place? Quels autres outils? Tout le plan Ecophyto 2, la partie 2, pour arriver à développer des stratégies de baisse de l'utilisation des phytos, qui est un vrai sujet de société. De société, ça dépasse les agriculteurs. Et que ça soit du côté des pesticides, des herbicides, des fongicides, il y a un complexe symbiotique post-industriel et machine et très chimique dont il faut sortir. Et on peut sortir de ce complexe que par un choix agroécologique, au sens où on récupère d'abord ce que peut nous apporter la nature et on vient corriger que quand on a vraiment besoin. Et surtout, on ne construit pas une nature complètement artificialisée qui est totalement dépendante des systèmes, en particulier de la biochimie, de la chimie. Et une fois qu'on est dépendant de la biochimie, on est dans un cercle qui ne cesse de s'entretenir lui-même. J'ai écrit dans ce livre l'idée de la fable du chêne qui raconte en fait cette histoire un peu résumée, mais en gros c'est un chêne dans une forêt,
quand on voit ce que fait un chêne et le nombre de glands qu'il laisse tomber par terre pour avoir combien de chênes à la fin, très peu, il y a un mauvais génie qui est venu le voir en disant « mais qu'est-ce que tu gaspilles là? On va prendre les meilleurs glands, on va les protéger, j'ai une poudre, et puis comme ça tu auras des beaux chênes qui seront ta descendance et toute la forêt sera ta propre descendance, beaux chênes, tu verras. Ok, bon, on commence comme ça. Donc du coup, tous les auxiliaires qui vivent des glands qui sont donnés par le chêne commencent à venir frapper en disant « mais nous, on n'a plus les écureuils, tous les vers et tout ça, on n'a plus rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Ah bah écoutez, il y a du changement, bon d'accord. Puis après, disparaissent tous les parasites, sauf que les parasites, ils se disent « puisqu'on veut nous enlever, on va finir par revenir ». Du coup, les chênes qui avaient été sélectionnés, qui poussaient bien, commencent à jaunir. Donc le chêne reconvoque le génie, t'inquiète pas, j'ai une deuxième poudre, justement pour contrer ce qui se passe. Mais troisième point, j'en ai aussi une troisième, parce que tu ne produis pas assez maintenant de glands. Donc il faut aller plus vite. Et donc là, le vieux chêne dit, hop, on arrête. Mais c'était simplement pour expliquer que quand tu rentres dans un processus de dépendance de la chimie, plus tu es dépendant de la chimie, plus tu vas être dépendant de la chimie. Et à chaque problème qu'elle te résout, elle t'en pose un. C'est ce qu'on appelle la biorésistance, ou les résistances des plantes, en particulier alors. Parce que ça fait débat au glyphosate, on a des plantes qui finissent par être résistantes au glyphosate. Puis une fois qu'elles sont résistantes, terminé là. Là, tu n'as plus que la binette. Hein. C'est toi qui l'as inventé cette histoire ou... C'est moi qui l'ai inventé. Ah, bon, la fable du chêne. La fable du chêne. On va la réécrire. Non, si on en fait un dessin animé, tu nous laisses les droits? Ah bah oui, je vous laisse les droits. La fable du chêne, où est-ce qu'elle est fourrée Dis-nous la page. Ouais, je vais vous dire la page. Bon, alors sous François Hollande, donc tu as commencé à démarrer ton projet. Bon, moi à l'époque, j'ai pas entendu vraiment les autres ministres et les autres membres du gouvernement parler trop de ton projet. Donc page 79. Page 79. Concernant l'histoire, j'aimerais vous faire part d'une fable dite du chêne et du génie. Voilà. Et j'en conclus, la morale de l'histoire, même quand on est d'un génie, il faut se méfier des glands, mais ça, c'était pas le sujet. Non, c'est pas ça la morale. Ne jamais faire confiance aux mauvais génies et aux solutions miracles qui flattent. Deuxièmement, pour produire, il faut savoir partager. Et troisièmement, cette efficacité ne peut pas se faire au détriment de l'équilibre écologique, car on s'engage dans une course sans fin dans laquelle, à un problème, il faut trouver une solution et sans cesse renouveler l'exercice. Page 79. Page 79, on note bien. Donc sous François Hollande, on n'a pas vraiment... Enfin moi à l'époque, j'ai pas entendu trop les autres membres du Ah non, ils étaient complètement à côté de la plaque. Même le président de la République, que j'aime bien, il était, quand il est arrivé, encore sous la chimie verte. Lui. Ah ben oui, il y a eu un rapport qui avait été fait par Anne Lauvergeon. Qu'est-ce que je vois sortir sur les 6 ou 7 grandes priorités? La chimie verte. Non, non, pas la chimie verte. Non. On va faire vert, mais pas de chimie. Donc tu leur as dit, foutez-moi la paix, laissez-moi... C'est ça. Moi j'ai fait mon truc tout seul, hein, je me suis débrouillé. Bon, puis au fur et à mesure, il y a eu la conférence environnementale en 2015 avec Ségolène Royal, et il y avait Hubert Reeves qui introduisait et qui parle un peu des vers de terre. Donc après, quand on m'a donné la parole, ils pensaient que j'allais faire le ministre de l'Agriculture qui avait parlé toujours comme d'habitude, et j'ai fait exprès, j'ai fait comme j'ai fait là avec une fable, j'ai dit, vous savez... Il y a à peu près 1,5 milliard d'années, à peu près, hein, on ne sait pas trop. Enfin, on a vérifié avec Rebsamen et Michel Sapin, qui était ministre des Affaires sociales. Il y a eu une grande conférence sociale, c'était celle des vers de terre. Et ils ont décidé, il y a 1,5 milliard d'années, qu'ils travailleraient tous les jours, 135 heures, sans congé payé et sans syndicat. Et ils ont continué comme ça pendant 1,5 milliard d'années. Donc les vers de terre, quand j'en rencontre, je leur dis « Salut camarades ». Et donc ça a fait rire un peu tout le monde. Ben Fabius est le président de la République, et du coup il y a eu une dépêche AFP, mes camarades les vers de terre. Bon, et j'avais parlé d'agroécologie après, en disant voilà, c'est comme ça que j'ai... Mais moi, et donc quand même ça a secoué un peu tout le monde, même Ségolène elle était plutôt d'accord, elle était d'ailleurs d'accord avec ça. Elle me dit ah ben oui, enfin bon voilà, mais après elle a voulu faire donc... Philippe Martin avait voulu inventer l'éco-agriculture, et Ségolène, au lieu de parler d'agroécologie, elle a fait, je ne sais plus, elle a retrouvé aussi un mot, enfin je veux dire, c'était des batailles sémantiques. Mais enfin, voilà, ça avait progressé. En 2-3 ans, ça a progressé. Donc Alain Canet nous rejoint pour la suite de l'entretien. On en était à ton projet un peu gazeux, là, d'agroécologie, que tout le monde avait un peu du mal à comprendre. Donc tu as fait ça tranquille, dans ton coin, bon. Et alors le reste des institutions?
INRA, Eh FNSEA. bien, le reste, on a mobilisé. J'ai d'abord commencé très tôt à mobiliser toute l'administration, qui était la mienne, en faisant des déplacements sur place, pour aller donner à voir aux fonctionnaires et aux cadres du ministère de l'Agriculture ce que c'était. Que c'était pas du gazeux. Faire un peu de terrain. Voilà, je suis allé chez Philippe Pastoureau dans la Sarthe avec l'ensemble de mes directeurs généraux. C'est là que j'ai retrouvé d'ailleurs Soltner qui était là. C'est fantastique, puisque moi je vous ai raconté qu'en 83, c'était avec le Soltner, et en 79, plutôt 80, que j'avais commencé à replanter des haies brise-vent, que j'avais compris ce que c'était un brise-vent, enfin, un système de brise-vent. Bon, bref. Et après, je suis allé chez Anton Ziegler pour la production laitière, pour essayer de montrer aussi que tout ça, c'était des combinaisons intéressantes. Et une fois que l'administration, et je ne peux pas dire que là-dessus, il y a eu de frein, qu'ils ont bien compris ce que je voulais, ils sont devenus d'ailleurs des promoteurs encore plus zélés maintenant de ces stratégies. Et ça, c'est un point très important, parce que le ministère de l'Agriculture, c'est à la fois un ministère économique avec un secteur économique, c'est un secteur d'enseignement, c'est un ministère d'enseignement et c'est un ministère de recherche. C'est tout à la fois. Et tout ça, ça s'est mis en route, que ce soit du côté de l'INRA, où je me suis déplacé à plusieurs reprises à Dijon, où la chaire d'agroécologie a pris sa place, où il y a eu un MOOC qui a été créé, où j'avais fait travailler aussi Marion Guillou avec Agrignum pour la loi d'avenir, et pour faire en sorte qu'on soit raccord sur les objectifs de l'agroécologie. Et puis dans l'enseignement agricole, on a commencé à travailler sur les référentiels qu'on appelle les référentiels d'éducation. Qu'est-ce qu'on met dans ce que l'on apprend dans les lycées agricoles qui change un peu de ce qu'on a pu apprendre jusque-là du conventionnel et de la manière dont c'était présenté. Et l'agroécologie a été introduite au fur et à mesure. Alors on a commencé par les BTS, les BTA, les BEPA, l'ensemble des diplômes et des niveaux. Et ça aujourd'hui, ça continue. Il y a eu peu de freins. Et l'agroforesterie dedans. Plan national de développement de l'agroforesterie. C'est ça, 2015, AgroParisTech, c'est ça. On présente première fois un plan sur l'agroforesterie. Qui d'ailleurs, j'en entends assez souvent parler maintenant, du plan et surtout de l'agroforesterie. Ça se développe énormément, oui. On a des acteurs incontournables. Et du coup, l'administration, elle vous a suivi? Oui, elle m'a suivi. Je ne peux pas vraiment. Alors après. Souvent, quand on apporte des choses nouvelles, il y a toujours. Oui, il y a une résistance, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, parce que j'avais compris avec ce que m'avait dit une jeune ingénieure quand j'étais à la FAO pour la première fois à Rome, que l'agroécologie m'avait dit que c'était un peu gazeux. D'abord, le concept et le mot, je l'ai dit alors qu'on était sur l'agriculture écologiquement intensive, que chacun avait des mots sur agricole et écologique, écologie, agriculture, enfin je sais pas, bon. L'agroécologie, je finis par le choisir, ce mot. Il est rentré d'ailleurs dans le Robert après la loi d'avenir, officiellement, écrit avec un tiret, parce qu'il y avait des débats, faut-il l'écrire d'un seul tenant ou pas, enfin, des sujets qui sont passionnants, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est très intéressant malgré tout. Donc il s'est rentré dans le dictionnaire après la loi d'avenir. Mais dans le code rural, la définition est assez précise. Oui, parce que c'est dans la loi. Oui. Parce qu'on a travaillé, alors là, il y a eu des vraies discussions avec mon cabinet et l'administration, parce que quand on a écrit la loi, on a mis comme objectif l'agroécologie et on a défini l'agroécologie. Et ça, c'était très important. Et du coup, dans le dictionnaire, ça a été redécliné ensuite. Oui, ça permettait de faire rentrer dans l'air du temps une bonne fois pour toutes. Ouais, pas comme dans l'air du temps, dans la loi. Dans la- C'est pour ça que quand j'en entends qui parlent et qui disent on va créer, on va faire, Oui. T'en entends mais qui tu entends? certains. Ils ont renommé un ministre après toi de l'agriculture? Oui. Ah bon? Le ministre. Oui, je te D'accord. confirme. Ouais. Il s'appelle Stéphane Travers d'ailleurs, c'est un Stéphane aussi. Donc c'est forcément un bon. Bon, malgré tout, ça s'est bien passé, mais dans ton mandat, tu as quand même dû avoir quelques coups bas. Oui, du coup, alors, surtout ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai pas arrêté pendant 5 ans d'être confronté, enfin dur pour moi, je dis ça, c'est pour les agriculteurs d'abord, sur des crises qui étaient quand même des chocs colossaux. Enfin, il faut quand même se rendre compte que quand j'arrive en 2012, on est sur une flambée des prix des céréales qui fait qu'on est à plus de 300 € la tonne. Bon, du coup, du côté de l'élevage, c'est la catastrophe sur la flambée des prix de l'alimentation. D'où les stratégies qu'on va mettre en place sur le rééquilibrage de la PAC vis-à-vis de l'élevage et tout ça. Puis ensuite, on a la crise laitière qui commence, qui pointe, crise porcine, crise bovine bien sûr, qui traverse, sauf en 2014,
ou 2013 plutôt, qui est une constante. Bon, et puis avec des chocs puissants pour les agriculteurs. Non. Plus les problèmes sanitaires, grippe aviaire, et puis... D'ailleurs, tu mets le titre du chapitre, c'est ministre des crises. Des crises, ben ouais, ministre des crises. Inondations, sécheresse, franchement. Oui, c'est vrai que tu les as accumulés quand même. Je les ai accumulés. Et malgré ça, tu as réussi à tenir le cap. Et pendant ce temps-là, malgré tout, je tenais le cap. Et au fur et à mesure, on construisait avec un comité de pilotage de l'agroécologie. Alors, il y a un truc qui est vachement bien, que j'ai revu, qui avait été présenté à l'époque, c'est ce qu'a fait Chevasius Louis, qui a présenté un document, comment piloter l'agroécologie, c'est-à-dire sur quels indices et sur quels critères. Ce truc est un document qu'il a fait en tant qu'inspecteur général du CGER. C'est vraiment, alors je vérifie, ça continue à être utilisé, c'est vraiment une manière d'avoir un tableau de bord pour dire comment ça évolue. Entre ce que sont des utilisations, comment j'allais dire, des mesures d'indices directs, type combien de rotations, combien de surfaces sont couvertes aujourd'hui en France, et à quel niveau ça évolue, quelles sont les rotations, combien de surfaces de légumineuses on a, il a mis tout ça. Puis après, les trucs plus immatériels, évolution dans les pratiques de développement agricole, dans la recherche, dans... et c'est un vrai beau document de politique, de conduite de politique agroécologique, mais qui vaut d'ailleurs plus largement sur pilotage politique d'une politique à l'échelle d'un pays comme la France. Et ça, j'en suis... Bon, il avait présenté, c'était utile, mais quand je prends un peu de recul, je pense que c'est plus qu'utile, c'est très important. D'accord. Et qu'est-ce qui va devenir ce document? Ce document il est toujours disponible. Je suis assis sur lui, CGER, vous avez les critères de pilotage de l'agroécologie, et ça continue à être utilisé au niveau de l'administration pour pouvoir, dans le cadre du comité de pilotage sur l'agroécologie, ils se tiennent encore, donc tout va bien, ils continuent de piloter. Il y avait un beau document du Conseil économique, social et environnemental qui n'a pas été voté, mais qui était, ça veut dire aussi qu'il y a eu encore quelques... Oui, il y a eu des relais. C'est-à-dire que l'agroécologie, après la loi, le Conseil économique et social l'a repris. Oui, c'est ce qui était très bien. De la même manière que c'est ça qui... Je crois qu'il n'a pas été voté par le Conseil économique. Il a été présenté... Ah oui, il y a eu un débat peut-être en section. Mais et la loi a fait bouger les choses. J'ai vu des députés là, qui aujourd'hui constataient que pour lutter contre les phytosanitaires, il fallait revenir à l'agroécologie, que c'était la meilleure stratégie. C'est bien, c'est dans la... Si vous n'avez pas lu la loi, c'est dans la loi déjà. C'est vous qui l'avez voté. Mais je dis, alors il y en avait un qui était là, qui l'avait voté, l'autre il n'était pas là, par définition il ne peut pas toujours savoir, mais je dis, c'est dans la loi. Bien sûr que c'est dans la loi. Bon, t'as pas quelques belles anecdotes? Des beaux coups que vous avez réussi Des beaux coups. Un truc où le soir tu rentres, tu te dis ah, là j'ai fait un truc sympa aujourd'hui. Ouais, c'est les 2-3 premiers J2E les plus beaux. Hein. C'est ceux-là qui m'ont fait le plus plaisir. Il y en a, j'ai en tête des J2E, c'est ça qui m'a été le plus satisfaisant. Donc globalement, bon, moi j'étais sur le terrain, j'ai vu que tu as circulé un peu partout en France pour aller les voir, ces J2E, les agriculteurs. Globalement, comment ont réagi les agriculteurs? Au début, j'imagine qu'ils étaient un peu perplexes devant ton projet. Et comment ça a évolué tout le long de ton mandat? D'abord, moi j'ai cherché à m'appuyer sur ce qui était déjà des structures collectives. Les CUMA ont été très importantes dans ce domaine, et les CIVAM aussi. On va se parler clairement. Après, il y avait d'autres structures comme... les chambres d'agriculture. Oui, les chambres, un peu, qui s'y sont mises un peu les COP. Mais c'est surtout ces dynamiques collectives que je me suis appuyé. Et j'ai vu la diversité arriver, entre Solanco par exemple, avec ses objectifs très précis, très structurés et techniquement très intéressants, et des J2E de type pastoraux, avec pastoralisme dans les Alpes-Maritimes ou dans un certain nombre d'endroits. Ça, c'est des trucs qui sont très intéressants, parce que c'est là que je voyais la variété. Toujours avec les mêmes objectifs. Le plus joli, le plus sympa, à côté du Pic Saint-Loup, 4 viticulteurs qui créent le J2E des enherbeurs.
Hein, c'était génial, je quitte la FNSEA en disant je vais aller voir les enherbeurs. Je vois souvent des enherbeurs, mais là, ce sera des enherbeurs. Et ils ont fait des trucs formidables, les mecs. Ils ont commencé avec l'herbe. Donc, quand on parle du glyphosate, c'est là qu'il faut intégrer ce qui peut permettre d'éviter d'utiliser du glyphosate. Donc, un herbicide, c'est de laisser l'herbe. Ça commence par là. Bon. Et eux étaient dans une stratégie où, historiquement, vous savez, dans le Languedoc-Roussillon et partout d'ailleurs, bon, une vigne propre, c'est sans herbe. Et l'herbe est un concurrent pour la vigne, pour la flotte. Bon, en fait, quand tu regardes un peu, ça ne l'est pas du tout. Et eux, alors après, ça c'était très intéressant, sur les techniques culturales de couverture comme ça, ils ont mis en place des stratégies avec, par exemple, au lieu de mettre de l'herbe, du seigle. Et après, du mulch. Puisqu'ils récupèrent la paille et ils mulchent les vignes, ce qui fait que tu gardes de la flotte dedans. Enfin, c'est là que c'est très impressionnant de voir comment, au départ, avec un choix, on ouvre des perspectives et des techniques en fait, qui peuvent aller très très loin et avec des stratégies inattendues. Et qui résolvent des problèmes. Ce matin, je prends le TGV pour venir vous voir et je tombe sur les représentants des poulets de Loué. Et à l'INAO, maintenant, ça y est, on avait adopté la ligne de l'agroécologie et maintenant, c'est une stratégie sur les signes de qualité qui va être affichée. C'est très important. Donc maintenant, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est capable, tous ensemble, de se donner un cadre, j'allais dire, de construction qui permette, quelque part, de valider ce qui est agroécologique ou ce qui n'y est pas. On sait que dans la loi, là, sur les états généraux, ils ont essayé c'est Potier qui a essayé de le faire, de dire que la haute valeur ajoutée environnementale, le HVE, c'est l'agroécologie, le niveau 3. Bon, question posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui c'est qui le valide? Comment on le regarde? Ça, c'est des questions qui restent posées. Est-ce que ça va pas simplement être la force des choses et ce qui se passe sur le terrain qui va définir ça? Ah mais le terrain est en train de lui-même de définir sa propre labellisation. Et tant mieux. Tant mieux. Mais ensuite, on a quand même des questions à se poser. Qui c'est qui le récupère pour en faire de la valeur ajoutée? On va y venir. C'est ça la question qui est posée. Hein. À qui cette valeur ajoutée va-t-elle être destinée? C'est ça la question aussi. On va y venir après. Moi, je pense qu'il faut que les agriculteurs la gardent, en partie, parce qu'il y aura toujours une partie qui sera distribuée, mais il faut qu'ils en gardent la majorité, sinon ça va être bouffé encore. Ok. Et donc pour finir un peu sur ton mandat, qu'est-ce qui au final a bien fonctionné, moins bien fonctionné, et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je pourrais dire? Que je referais pratiquement la même chose, sauf peut-être sur un point, c'est le financement du développement agricole, que je n'avais pas dans mon radar, comment dirais-je, d'idées. Enfin, je n'avais pas repéré que cette question du développement et du financement avec le CASDAR est un sujet qu'il aurait fallu revoir. Bon, mais ça, maintenant je le saurais, mais je ne serai plus ministre de l'Agriculture, mais ça, je pense que c'est un vrai sujet. Parce qu'on pourrait mettre beaucoup plus de moyens pour faire évoluer les modèles. Il y a trop de moyens qui sont consommés simplement pour du fonctionnement d'institutions, voilà. Et ça, je pense... De répétition. Oui. Alors qu'on devrait avoir un financement du développement sur projet. Tu vois? Plutôt que simplement de financer, par exemple, 80% est pris par les chambres d'agriculture. Bon, très bien, après, ils font des projets. Mais tu as beaucoup... bon. Là aussi, il y a peut-être un système et un niveau, même si on y reviendra tout à l'heure, d'indicateurs et d'indicateurs de résultats. C'est ça. Donc c'est bien ce que je disais, c'est que maintenant, il faudrait qu'on travaille sur des projets. C'est ça le développement, en fait. Et aider d'ailleurs à ce que ça aille plus vite. C'est pas possible de faire simplement le constat, quand même, hein, qui devient inquiétant, de la perte de biodiversité à la vitesse sur laquelle ça va. Il y a des facteurs sûrement qui sont extérieurs à l'agriculture, mais le gros paquet vient de l'agriculture, donc il y a un sujet, c'est pas possible. Il y a encore un mois, il y avait des milliards de tonnes de terre dans les cours d'eau partout. Milliards! C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Si vous baladez, vous voyez la rivière, là, la couleur, ben, tout ça c'est du sol. Voilà. Et plus on laboure, alors avec le printemps et ces labours de printemps, tiens, un deuxième truc que je regrette, c'est pratiquement j'aurais dû interdire les labours de printemps. Parce que ceux-là, c'est les plus mortels pour les orages. Hein. Alors ça te fait
Donc du coup là, tu dis, on passe à l'action, il faut se remettre, continuer de se mettre au Oui, travail. moi ça m'intéresse toujours quand même. Si tu es devant, comme on a Sciences Po à côté là, si à Sciences Po on te donne 1 minute pour dire voilà ce qu'il faut faire en agriculture aujourd'hui, parce que tu as eu des arbitrages, alors il semblerait que tu aies avalé quelques couleurs, il y a eu quelques arbitrages, il y a eu quelques contournements du programme agroécologique. Aujourd'hui ta parole est libre, devant les caméras de vers de terre, tu es parfaitement libre. Voilà. Ben oui, parce qu'il y a les vers de terre qui m'écoutent, donc ça va, je ne vais pas les embêter. Je les soutiens. Mais non, oui, je suis totalement libre. Oui. Donc du coup, tu dis, voilà, il y a 3 actions à mettre en œuvre là rapidement. Pour chaque agriculteur, à minima dans l'Hexagone, mettre 3 actions en place, là tout de suite maintenant, qui coûtent pas cher, qui soient simples et qui puissent se reproduire à grande échelle. On y va là, il n'y a pas de problème de courant, de pensée, de schéma. À peu près, il y a toujours des problèmes après On dit d'application. quoi? On dit, allez, chaque agriculteur à la méthode Soltner, puisque effectivement l'arbre et la haie c'est 74, n'est-ce pas? Donc on n'a pas inventé grand-chose. Non. Chaque agriculteur. D'ailleurs, les systèmes bocagers, je vais y réfléchir au niveau du Mans. Dans les arbres qu'on va planter là, à l'avenir, je vais essayer de reprendre les bonnes vieilles méthodes des systèmes têtards pour faire du bois après et de la biomasse. Et de la biodiversité. Donc je vais re-regarder ça, c'est ce que j'ai dit au conseil municipal hier, donc je le dis devant les vers de terre, allô les vers de terre, je vais proposer au Mans effectivement de regarder comment on reprend des systèmes où on va mettre des arbres, parce qu'il y en a besoin, mais avec ce souci qui était celui de nos ancêtres, il n'y a pas si vieux, dans des systèmes bocagers où ils utilisaient au maximum le bois, où le bois était l'essence de tout, se chauffer. Pour faire des voitures et des charrettes, c'était du bois. Pour construire des maisons, c'était du bois. Pour se protéger, c'était du bois. Enfin, on ne se rend pas compte que c'était une économie complète qui s'appuyait sur les arbres, plus le fourrage, hein, bien sûr. Mais les arbres étaient au cœur de tout. De l'énergie, de la construction et de la mobilité. Personne n'y pense à ça. Bon, donc il faut qu'on redécouvre, on fera en partie. Mais c'est vrai que les platanes qui sont taillés, ça existe. On pourrait avoir des stratégies de platanes têtards aussi, pour pouvoir avoir le maximum, lorsqu'on taille, de biomasse derrière pour pouvoir faire des pellets, des systèmes de chaufferie, tout ça. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet là. Et puis bien sûr, quand ça s'applique à l'agriculture, c'est l'agroforesterie, on en a suffisamment parlé, on sait ce qu'on est capable de faire, et là c'est pareil, il y a des gros progrès à faire. Bon, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite? Dire aux agriculteurs d'abord sur ces semis de printemps, écoutez, là, couvrez, cherchez plus à vous embêter. Arrêtez avec les couvertures post-récolte 6 pans, là c'est pareil, association en semences, pour avoir une couverture qui vient directement derrière la récolte et la production. Ça devrait être rapidement mis en place. Donc passer du 6 pans au couvert végétal. C'est ça, directement. Et ça évite de faire de la poussière et de faire de l'érosion éolienne quand tu es dans le sud-ouest de la France, après ta récolte de blé. Enfin, franchement, à part faire de la poussière, rien ne pousse. Et la minéralisation de l'azote, elle se fait quand même et tout fout le camp. Voilà. Donc c'est catastrophique. Et tu avais des blés et de luzerne à un moment. Alors après, ça ne règle pas ton problème d'azote. Hein, parce que par définition, la luzerne n'en a pas besoin. Elle t'en fixe à la place. Enfin, des couvertures associées, c'est absolument nécessaire. Ça va vite. Et déjà, on gagne du temps. Et après, on ouvre des perspectives qui sont différentes. Ça, après, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça immédiatement Tu l'as dit, on va faire des trognes. Ça veut dire que là, on va rentrer dans des négociations PAC interminables et infinies. On va sortir des centaines de milliers de pages. Finalement, on peut dire à chaque agriculteur, sur une note qui fait une demi-page, on peut dire tu fais des couverts, tu t'essayes, tu plantes et tu trognes quelques arbres et peut-être que tu iras un peu mieux. Allez, on fait ça? On le met ça dans le 4 pour 1000, on se fait un programme, une demi-page. Oui, mais au niveau de la PAC, oui, on fait ça, bien sûr, mais ça c'est facile à faire, c'est pas difficile. Après, sur le niveau de la PAC, c'est qu'il faut reprendre ce qu'on a commencé à faire avec le verdissement pour le conforter dans la stratégie, d'abord, de lutte contre le réchauffement climatique et dans une stratégie aussi de reconquête de la biodiversité. C'est pas simplement la protection de la biodiversité. Il ne faut plus qu'on soit du tout, parce que maintenant, on est vraiment arrivé à un niveau trop bas. On ne va pas conserver uniquement ce qui existe. Non, il faut repartir. Il faut en produire de la biodiversité. C'est pas possible. Bon, et les sols, à ce titre, ont des ressources ou des capacités de biodiversité qui sont immenses. Bon, déjà les sols, mais de manière plus globale. Et alors c'est là que pour refaire du verdissement, il faut fixer à l'échelle de la PAC, ce que j'avais commencé à faire, c'est de dire, en termes pédoclimatiques, définir des grandes zones homogènes.
pour que dans ces zones homogènes, on ait des objectifs d'indice de matière organique dans les sols, de biodiversité et de couverture qui puissent être des bases sur lesquelles on s'appuie pour financer justement du verdissement. Voilà, c'est ça le sujet. C'est ça qui est le plus difficile. Définir les zones homogènes, à partir de là, avoir des indices, matière organique, quel est le niveau de matière organique auquel je suis en moyenne, quel est l'objectif que je me fixe, et on finance. Est-ce que je déstocke ou est-ce que je stocke? Est-ce que je déstocke, est-ce que je stocke, avec l'objectif de stocker, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai comme biodiversité dans mes sols au point de départ 1 et dans l'écosystème agricole, et quels objectifs je me fixe au bout de 5 ans de politique agricole pour pouvoir régénérer et développer la biodiversité. Ça, c'est des vraies stratégies. Avec, comme je le disais tout à l'heure, il faut un pilotage politique. Et donc il faut un point de départ et des points d'arrivée. Parce que sinon, tu pilotes rien et tu ne peux pas justifier des aides. C'est bien comme ça qu'il faut qu'on travaille. Donc j'avais écrit, ça a été écrit d'ailleurs, hein, sur une contribution française, sur ces fameuses zones homogènes. Donc on peut compter sur toi pour la prochaine PAC? Oui, je vais retrouver, réécrire encore quelques textes là-dessus. Ouais. Alors moi, à la fin de ton mandat, bon, c'est un point de vue très terrain, mais j'ai vu le champ lexical de toutes nos institutions changer petit à petit. Et un jour, ça m'a marqué, j'ai un gars de la préfecture de mon coin qui a commencé à me parler de vers de terre. Et là, je me suis dit, ah, il est en train de se passer un truc. Quand j'ai les gens de la DRAF qui viennent et qui commencent à me parler d'activité biologique des sols et tout, je me dis, il se passe quelque chose. Est-ce que juste ça, c'est pas simplement un... Comment dirais-je? Ça démontre pas juste que tu as réussi ton pari, en fait? Ouais, en tout cas, ça démontre que les choses ont bougé sous le quinquennat, sous le quinquennat de François, sous mon quinquennat. Ouais. Bah, moi, en tout cas, ça m'a... Moi, j'ai fait mon quinquennat quand même, aussi. Oui, on avait remarqué, t'es Ouais, le seul, non? je suis le seul ministre de l'Agriculture, dans toute l'histoire. Enfin, il semble que c'est un bon signe quand même. Oui, c'est d'abord un signe que malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer, et les difficultés qu'ont rencontrées, je le dis d'abord, les agriculteurs, bon, on a tenu une ligne et on a essayé d'imprimer quelque chose. D'ailleurs, les députés me l'ont dit souvent. Après, et quand je suis parti, là, ils ont été sympas, il y a eu pas mal d'applaudissements pour ma dernière question, et que ce soit des gens de droite, des gens de la République En Marche ou la gauche, parce qu'il y avait cette vérité en particulier de la clarté des objectifs que j'avais fixés. Et je n'ai pas changé. On savait qu'avec Stéphane Le Foll, il y avait l'agroécologie, il y avait une stratégie derrière. Après, ça se discute, mais on avait une ligne. Et souvent en politique, c'est ce qui manque. S'il fallait y retourner, tu y retournerais de toute façon. Oui, mais ça ne se reproduira plus. Voilà. On ne peut pas savoir. C'est vrai qu'on ne peut jamais savoir, mais tu sais, la vie avançant, on va toujours recommencer ce qu'on a fait. Hein. Du coup, là, apparemment, tu travailles à mi-temps au Mans en ce moment, parce que c'est 12 heures par jour les réunions, c'est ça? C'est à peu près Hier, à mi-temps. hier c'était... Hier, c'était 12 heures. C'était 12 heures. Mon père, il a travaillé à mi-temps, 12 heures par jour à la mine. Mais du coup, tu as eu le temps de regarder la proposition, là, les 90 mesures de Nicolas Hulot sur la biodiversité? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Hier, j'étais complètement... Je ne sais pas si ça parle de couverture végétale. Je sais pas, d'après ce que je vois, il y a des commentaires qui disent tout ça, ça existe, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau. Donc je sais pas, moi, quels sont les... Il faudrait que je regarde, là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Bon, j'imagine, je vois à peu près ce que c'est, mais... Souvent, c'est l'hélico qui a le nouveau chez Hulot. Et alors Stéphane Travert, il est ministre de l'Agriculture ou ministre de l'Agroécologie? Moi, je crois qu'il est ministre de l'Agriculture. Stéphane Travert n'a pas porté un projet... il ne le remet pas en cause, hein, bien au contraire. Donc de ce côté-là, moi, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas arrivé en se disant, voilà, j'ai un projet... agroécologique, oui, c'est pas venu de loin, comme moi, c'est arrivé. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça doit être assez rare aussi d'avoir cette espèce de conjonction, tu vois, cette concordance d'arriver un jour ministre et d'avoir avant travaillé, réfléchi à un sujet. Ah, je sais pas bon. Je sais pas, quand on est ministre de l'Agriculture, on s'intéresse pas un peu à l'agriculture, non? Bah, t'as qu'à regarder les ministres de l'Agriculture et le fait qu'ils aient changé souvent, et tu te rendras compte qu'à mon avis, ils n'avaient pas réfléchi à l'agriculture avant. Est-ce que ceci pourrait... Bah, tu prends... comment elle s'appelle, du FMI aujourd'hui. C'est pas vrai. Directrice Oui. Lagarde. Christine Lagarde, qui a été ministre de l'Agriculture. Un mois, mais vous ne le savez pas. Ouais. Et après, c'était Barnier, qui connaissait l'agriculture de montagne, mais qui n'était pas... Voilà. Après, Bruno Le Maire est arrivé ministre de l'Agriculture. Il voulait ministre des Finances. Bon, voilà. Il n'y avait plus de pognon à l'agriculture. Ben oui. Est-ce que le plus gros problème, parce que quand même,
moi je trouve que ça a perdu un peu de temps au démarrage. Est-ce que le plus gros problème par rapport à l'agroécologie, c'est que tout le monde n'a pas bien compris qu'on pouvait produire et protéger en même temps? Est-ce que c'est pas ça le blocage? Si, c'est ça. C'est ça. Il est culturel et politique, au sens où on est dans un débat très confortable pour certains. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais de l'écologie, tu considères que l'économie, c'est une horreur et c'est le capitalisme, donc il faut le rejeter. Et puis tu fais de l'économie et tu prends les écologistes ou l'écologie comme un petit truc pour les petits oiseaux dont il ne faut pas s'occuper. Aujourd'hui, on voit bien que et l'un et l'autre sont complètement maintenant liés, ou alors on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. On a déjà bien avancé de ce côté-là, hein, avec le réchauffement climatique, avec la perte de biodiversité, donc on peut continuer. Et ça peut aller très loin. Et puis il y a un sujet qui me paraît très important en termes d'écologie politique, là, c'est qu'il faut sortir aussi du fait qu'une partie de cette écologie politique s'est construite sur la contestation du modèle industriel, capitaliste, et a conçu une forme de réponse individuelle au travers de la sobriété, d'ailleurs avec un titre qu'avait eu le Rabbi qui était la sobriété heureuse, c'est-à-dire qu'on va être sobre et heureux et on sera écolo. Et c'est comme ça qu'on va faire l'écologie. Moi, je suis plus pour revenir à des principes d'efficacité collective, de démarche collective. Et ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai fait sur l'agroécologie et GI2E, plutôt que d'être sur l'idée qu'en étant sobre, on va régler les problèmes du monde. Parce que quand on dit ça, ceux qui le pensent et qui peuvent être plus sobres que ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont déjà des moyens bien supérieurs à la moyenne. Celui qui considère qu'il n'a pratiquement rien, tu lui dis, mais tu vas être sobre et tu verras, ça ira mieux pour la planète. On ne risque pas de le convaincre. Oui, mais c'est un vrai sujet. Non, Et c'est pour ça que l'écologie, il a essayé de sans se poser la vraie question, c'était du gauchisme quand on parle du social et de la punition quand on parle de l'écologie. C'est la manière de traiter le sujet. Donc Ségolène a été la première à dire on ne veut pas d'écologie punitive, mais conceptuellement, il faut qu'on crée des modèles qui sont écologiquement et durables. Et pas simplement qu'on crée des choses qui soient uniquement des contre-modèles à ceux qui existent. C'est ça le sujet. Et ça, c'est très important. Et si, dit comme ça, c'est exactement ce que tu disais, c'est que ça doit nous obliger à sortir de cette espèce de dichotomie économie-écologie, bio-conventionnelle, et puis voilà, il y a une dialectique qui se crée, et après basta. C'est pas vrai. Donc il faut bien qu'on passe d'une agriculture de la réparation à une agriculture de la prévention. Est-ce que d'après toi... Oui, une agriculture durable et sûre. Mais est-ce que, avec Conrad, on a écrit et publié que la crise agricole, les crises agricoles, et tu les as rappelées, ont quand même toute une origine qui est le sol. C'est la crise du sol, du coût à produire, de l'abattance, de la compaction, de l'érosion, de la force de traction nécessaire. Ouais, on pourrait te renvoyer Alain en disant, mais attends... la crise du porc, c'est la crise du hors-sol. Bon, c'est pas du sol. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vraie question qui est posée, c'est que on a construit une agriculture qui avait des besoins de financement en capital énormes. Énormes. Et qu'elle est hyper fragile du fait que la rentabilité du capital en agriculture est faible. Donc la moindre variation de prix te fait exploser le système. Quand tu es obligé d'investir sur 15 ans sur des bâtiments d'élevage, tu te rends compte ? Même en économie, en industrie, tu fais gaffe quand tu investis. Sur 15 ans, il faut déjà avoir les reins solides. Là, on demande à des agriculteurs qui s'installent d'investir pour 15 ans. Bon, d'accord. Pour 15 ans, votre prix est normalement en moyenne de temps, d'accord. Et puis le jour où le prix, où les coûts de production se bougent avec un effet de ciseau, ben, tu exploses le système. C'est ce qui se passe. Et je disais que le foncier et le sol, c'est là que c'est aussi à mettre dans la tête, et on va répéter encore, dans la tête de tout le monde, c'est que l'agriculture n'est pas une activité industrielle ou économique comme les autres, parce que le sol n'est pas un facteur de production comme les autres. C'est du vivant et c'est limité. Quand tu veux construire une usine, si tu as besoin de produire plus, tu l'agrandis l'usine. Quand tu es sur une exploitation, tu as 70 hectares, tu peux l'agrandir, mais si la France fait 55 millions d'hectares et que tu en as 25 millions de cultivables, tu as 25 millions de cultivables, point. Des treuils pour optimiser. Après, tu peux optimiser et multiplier ta surface
Parce que tu fais plus de rotation, ou parce que tu montes et tu utilises le volume, pas simplement la surface. Bon, d'accord, et là on peut faire un x30, un x4, un x5, la surface de base. Bon, ça je suis d'accord. Il n'empêche que c'est quelque chose de très fini, et qui coûte cher en plus. Et là, on a parlé d'agriculture, mais est-ce que tu ne penses pas que globalement sur la société, on a un problème de lien au vivant? On est déconnecté de ce qui est vivant, et en fait, ce qui fait qu'il y a des ruptures entre la ville, la campagne, entre les agriculteurs, ceux qui sont même entre les agriculteurs entre eux, parce que... Je pense que l'individualisme, c'est pas au vivant qu'il a un problème, c'est à la mort. C'est un peu triste de le dire, mais c'est quand même ça la vérité. C'est ce que je pense, moi. C'est que cette projection de la conception individualiste de la société qu'on a aujourd'hui, où chaque individu se sent ou se voudrait pratiquement éternel, projeté sur la nature, chaque animal, dans sa singularité, est aussi important que l'espèce dans sa globalité. Dans l'histoire de la nature et dans l'histoire du monde, ça ne marche pas. Et à ce titre, le véganisme est quelque chose à regarder à cette aune-là. La mort et l'idée que tuer et de manger, ou manger pour tuer ou tuer pour manger, ça ne fonctionne plus parce qu'un animal, dans sa singularité, est aussi important qu'une espèce. Écraser une fourmi, c'est très grave, mais c'est pratiquement aussi grave que de perdre la fourmilière. Non, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est très important de le dire. Et c'est ça qui... Donc, c'est pas le rapport au vivant qui est un problème, à mon avis. Hein. Bah, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que quand tu es habitué à vivre avec le vivant tous les jours, pour toi, c'est des choses qui sont des évidences. Tu sais qu'une fourmilière qui perd 3 fourmis, s'en fout, c'est une partie de son quotidien. Alors, ça veut peut-être pas dire qu'il faut envoyer les humains faire la guerre à droite à gauche. Non, surtout pas. Faire trop de conneries non plus. Non. Mais tu vois que quand on t'a basculé de l'autre côté, on dit souvent que le véganisme, c'est l'avenir de l'humanité. Non. C'est plutôt... Et là, on a besoin de la buse pour sortir le mulot des champs. Ouais. Et si tu as des mulots, ou si tu as des buses, c'est parce que tu as des mulots. Bon, alors vis-à-vis de ton projet, donc toi, tu as tenu bon en France. Alors, on parlait aussi de la PAC. La PAC, c'est agricole commune, donc c'est européen. Comment ont réagi les autres pays vis-à-vis de ton projet? Parce qu'on sait qu'on ne fera pas bouger la PAC si les autres pays ne bougent pas non plus. Évidemment, moi, j'avais obtenu le verdissement de la PAC, hein, déjà, ce qui était quand même pas mal. Et qui n'était pas gagné, parce que quand je suis arrivé, les hypothèses de verdissement étaient remises en cause partout, et en particulier en Allemagne, que ce soit sur les surfaces d'intérêt écologique, que ce soit sur la préservation des prairies permanentes, qu'on connaît quand même comme un élément de stockage de carbone et qui évite le déstockage, et que ce soit sur les 3 rotations, ces diversifications sur les sols, nécessaire pour pouvoir avoir un paiement de verdissement. C'est quand même ça qui a été mis dans le paquet du verdissement de la PAC. C'était pas rien à l'époque, hein. Pas rien. Les Allemands ne voulaient rien. D'autres ministres pour soutenir un peu. Ah bah oui, puisqu'on l'a obtenu. Donc il y a quel pays qui a... Après, l'agroécologie, ils sont arrivés, ils ont regardé ça en se disant, mais oui, mais bon, mais quand même, c'est vrai que d'aller convaincre une néerlandaise au moment comment dirais-je, au moment de la COP 21, que ça smart agriculture là, avec les Américains pour dire tout est dans la science, la chimie, la technologie, et puis on va résoudre tous les grands problèmes comme ça. Je leur avais dit, oui, une agriculture climato-intelligente, c'est mieux qu'une agriculture complètement con et pas climatiquement intelligente. Hein. C'est sûr. Et c'est là que le 4 pour 1000, le stockage de carbone dans les sols, est arrivé comme un élément venant de l'agriculture, et pas simplement venant de l'industrie et de la recherche pour corriger les effets, toujours pareil, pour corriger les effets négatifs de l'agriculture industrielle, avec encore, en fait, des produits qui viennent de l'industrie. C'est toujours le même principe que la fable du chêne et du génie. Le génie venant toujours donner des mauvais conseils. Donc le principal concurrent de ton projet, c'était la smart agriculture et... Oui, tout le système industriel. D'ailleurs, pour la mise en place, par exemple, des certificats d'économie de phytosanitaire, qui étaient de l'application des certificats d'économie d'énergie
au phytosanitaire, le développement des alternatives, le biocontrôle, le biostimulant, toutes les alternatives. Qui s'est opposé? Bon, d'abord la FNSEA sur le fait que j'avais mis une sanction, il a fallu baisser le niveau de la sanction. Puis après, j'ai eu un recours au Conseil d'État, hein, pour un truc fallacieux, parce qu'on avait vérifié au Conseil d'État qu'il fallait faire l'enquête publique avant l'ordonnance et avant le décret après l'ordonnance. Et puis, résultat, le Conseil d'État me contredit et retoque des certificats d'économie phytosanitaire. Recours déposé par qui? L'IUPP et COP de France. Les vendeurs. Ben oui. Donc ceux-là, je peux te dire, ils disent rien, mais enfin, ils agissent quand même. Hein. Eux, ils bossent. J'étais furieux ce jour-là. En plus, c'est arrivé, c'était en octobre 2016. Un truc, mais vraiment, qui est arrivé comme ça pour me flinguer un projet qu'on avait bossé pendant 2 ans et demi, qu'on commençait à mettre en œuvre. Christian Huyghe avait fait un bouquin de l'INRA sur le sujet. L'Europe s'intéressait à ce système des certificats d'économie d'énergie qui oblige, si tu veux, les vendeurs à trouver des alternatives au phyto et à la chimie. Ça avait failli être capoté. Alors j'ai récupéré ça par une PPL de Potier, qu'on a fait réadopter début 2017. Donc l'application des certificats ne fait que de commencer. On a perdu 2 ans. Donc le 4 pour 1000, tu as commencé à développer ça quand dans ton mandat? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Le 4 pour 1000, c'est venu d'un colloque qu'il y avait à Montpellier, justement, sur la climat, transport, agriculture, en début d'année 2015. Et où j'allais, en tant que ministre, devant des scientifiques pour leur dire, voilà, la préparation de la COP 21, la place de l'agriculture, qui était très, très mal partie, la place de l'agriculture. Parce que c'est la contestation des émissions de gaz par l'élevage, déjà voilà, la contestation de la consommation de viande, et l'agriculture est émettrice. Donc il faut qu'elle corrige, et on est sur... c'est pas du tout une solution, hein, c'est vraiment un problème. Et c'est en allant à Montpellier que je demande une note, Patrick Falcon, en disant, mets-moi sur un papier, les 10 points qui sont en débat aujourd'hui, qui traînent et qui pourraient être utiles pour essayer de repositionner l'agriculture de la COP21 d'une manière un peu plus intelligente. Bon, et il y avait déjà le débat de la smart agriculture, qui pour moi était un truc qui ne correspondait pas, quoi. Et dans la note des 10 points, là, je vois un truc qui s'appelle 4 pour 1000, et l'explication était assez lapidaire, c'était comment stocker du carbone dans les sols, donc de la matière organique, Alors, je rappelle, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est vrai. On m'explique vaguement, donc je comprends à peu près de quoi il s'en retourne. Je vais devant le truc à Montpellier, je fais mon truc sur l'agroécologie, et je termine par un point, en disant, je vous propose de lancer un grand projet qui s'appellera le 4 pour 1000, qui avait été fait par l'INRA, et qui va nous positionner dans la COP21 pour être non pas un problème, et pas simplement sur la réduction des émissions, mais être aussi sur la captation et la baisse du carbone stocké dans l'atmosphère. Voilà, 4 pour 1000. Et puis après, j'ai vu la première fois un article du Monde, d'ailleurs, qui était très sympa derrière, en disant le ministre a bousculé des scientifiques qui étaient surpris de voir quelqu'un qui connaissait son sujet. Il a lancé un grand projet, le 4 pour 1000, et puis le 4 pour 1000 est parti. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça soit... c'est quand même quelque chose qui est structurant. Hein. Je vois là, je disais que j'ai rencontré le chief projet, comme ils appellent, à San Francisco, qui veut lancer une grande opération d'épandage de la matière organique que produit la ville de San Francisco. Alors ils en sont à 150 000, 200 000 tonnes. Hein, et avec un label 4 pour 1000, c'est-à-dire stockage de carbone dans les sols. Et donc ils sont venus me voir. Alors je le vends pas, je gagne rien là-dessus, mais je trouve que c'est très important. Et donc ils font à San Francisco un sommet climatique, un sommet de climat, sur lequel ils veulent proposer cette perspective d'être la première grande ville du monde à retraiter sa matière organique pour stocker dans les sols agricoles et favoriser à partir de là la production agricole et maraîchère. C'est les déchets organiques de la ville, là, pour le coup. C'est ça. Mais ils veulent faire ça à l'échelle de la ville. Et ils voudraient que Paris fasse pareil, sauf que Paris, il n'a pas des terres agricoles autour. Et Le Mans.
Mais bien sûr que Le Mans, tu penses bien qu'après, ça, je vais m'en occuper, moi. C'est du Mans dans les cartons. Comme ça qu'on dit là-bas. Bon, pourquoi t'as pas fait un deuxième mandat? Parce qu'il y a eu un changement de président de la République et que, voilà, et puis au bout de 5 ans, il faut s'arrêter un peu, hein, parce que sinon... D'accord. Pourquoi l'agroécologie, c'est pas la bio, et pourquoi t'as pas laissé Pierre Rabhi prendre ta place? Parce que d'abord, Pierre Rabhi ne veut pas prendre ma place, parce que Pierre Rabhi est un chercheur, Pierre Rabhi, il sait construire un monde. Le politique, il est confronté au monde tel qu'il est. Voilà. Et il essaye de le faire bouger avec une idée possible du monde qu'il souhaiterait. Mais Et puis deuxièmement, pourquoi j'ai pas laissé ma place à l'époque? Parce que j'étais ministre d'un gouvernement et je m'étais engagé derrière François Hollande pendant sa campagne, bien avant, sans même vouloir être ministre, puisque ça, je l'avais dit. Et il se trouve qu'au moment où il a fait son premier gouvernement, je n'y étais pas. Donc j'aurais pu, tu vois, ne pas devenir ministre. Et pas faire tout ça. J'aurais regretté d'ailleurs. Tu n'aurais pas su que tu l'aurais fait. Oui, c'est ça, ouais, j'aurais essayé de rencontrer des copains de temps en temps, mais... Tu as essayé de sauver le PS encore. Qu'est-ce qui fait que tu rentres au gouvernement la deuxième fois? C'est toi qui pousses aussi pour prendre ce sujet-là? Sur quoi? Sur l'agriculture, comme le premier gouvernement, tu n'étais pas... En fait, le premier gouvernement, on n'est jamais sorti. Ouais. Le seul gouvernement qui compte, c'est celui dans lequel j'ai été, puisque moi, j'ai commencé dès le début du quinquennat. Hein. Donc, dans le premier gouvernement, il y avait des équipes politiques, donc je n'étais pas, puis au fur et à mesure, quand même, ça s'est resserré, et puis je suis arrivé, et le mercredi 16 mai à 16h, j'ai le coup de fil du président de la République, qui me dit « ça y est, t'es ministre ». Je dis « oui, ça y est, je suis ministre ». Bon, ok. Moi, je voulais quand même revenir sur cette histoire de... Parle-nous de Konrad Schreiber. Tu t'as parlé, tu l'as... Moi, Konrad, j'ai rencontré la première fois avec Pierre Chonu, c'était, je l'ai dit à Ivriac, là, quand j'avais vu cet article dans l'Ouest France, qui m'avait surpris sur 50% de temps de gagné de tracteur, 50% ou 30% de phyto en moins. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce... Ça m'intéresse, ça m'interpelle en tout cas. Et donc, j'avais été le voir. Et quand j'avais été voir Pierre Chenu, on avait été boire un coup, et il était avec Konrad Schreiber. Et c'est là que j'ai découvert le fait que le maïs semé dans une terre qui n'avait pas été retournée, c'était en 2004, je crois, c'était l'été 2004, sec en septembre quand j'y suis allé, on voyait la différence de couleur, et surtout le fait que le sol était encore un peu meuble et humide, alors qu'à côté c'était devenu une plaque de béton, quoi. Bon. Et donc là j'ai compris qu'il y avait un truc qui était assez, pour moi, très intéressant. Et dans la discussion que j'avais eue avec Konrad à l'époque, il m'avait aussi expliqué, et ça m'avait frappé, parce que moi j'étais toujours sous l'idée que le labour c'était une aération du sol, tout ça. Non, non, c'était du désherbage en fait. Au début, c'est du désherbage. D'où le fait que le glyphosate est arrivé aussi avec les techniques culturelles simplifiées, et que pour ceux qui sont dans la bio pure, ils considèrent que toutes ces techniques de couverture du sol vont avec le glyphosate, parce que tu laboures plus, donc tu désherbes pas, et s'il faut désherber, il faut utiliser alors à ce moment-là du glyphosate. On est vraiment dans un truc, dans un schéma où ça se bloque vite. Alors pourquoi pas que la bio? Parce que, d'abord la bio, quand je suis arrivé, était à 3,5% de la surface agricole utile. Elle est passée à 6,5, 7, donc on a bien doublé la surface. Donc on est loin de la capacité de production globale. Et donc il fallait développer la bio. Mais en même temps, moi, j'ai jamais accepté l'idée du Grenelle de l'environnement qu'avait fait Sarko. En gros, j'ai 20% de ma surface qui est en bio et j'ai le Grenelle de l'environnement qui est réussi. Les 80% qui restent, ce qui se passe, c'est autre chose. Donc j'ai toujours dit, oui, il faut peut-être la bio, enfin, il faut traiter l'ensemble de l'agriculture. Oui, mais est-ce qu'on stocke vraiment du carbone en bio? Alors certains le font parce qu'ils ont aussi des techniques de culture sans labour et avec semis dans les cultures précédentes. Il y en a qui le font, oui. Mais il y en a d'autres. Comme la bio a été faite uniquement au départ comme un refus du conventionnel, mais un refus calqué du conventionnel, c'est-à-dire c'est du conventionnel au début, hein,
sans produits chimiques. C'était ça la bio. Donc avec du labour, parce qu'il fallait désherber, et ça, bon, voilà, c'était une forme d'antithèse. C'est la bio qui s'est mis à dominer, parce qu'il y a eu d'autres tendances de la bio. Si tu écoutes Claude-Olivier Bourguignon parler de la bio, on se rend compte qu'ils n'ont pas une vision de la bio qui est celle du label bio. Non. Eux, ils parlent effectivement d'une agriculture biologique quand ils en parlent. Mais on voit que dans toute la genèse du mouvement bio, il y a eu plein de tendances, puis il y en a une, effectivement, c'est qui a pris le pas. Quoi. Parce qu'elle a été adossée à un engagement politique contre ce capitalisme et cette agriculture industrielle. Et c'est ça qui a fait aussi, c'est cette dialectique qui a fait qu'ils ont été extrêmement, et qu'ils ont dominé, et que la bio a fini par, sur ce type de bio, a fini par l'emporter. La vraie question qui est posée, c'est que si on réussit à faire basculer le plus grand, la totalité de l'agriculture dans un modèle qui va être pratiquement non consommateur de phyto et de chimie, la justification de la bio restera, parce qu'il y aura une histoire et puis il y aura une spécificité, je le pense, mais ça ne pourra plus être uniquement le fait qu'il y a des produits chimiques ou il n'y en a pas. Il faut aller plus loin. Alors, comme nous, on est des suppôts du capital, on a commencé à développer un mouvement. On a commencé à développer un mouvement donc, qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, dont on t'a déjà parlé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une continuité de ton projet, hein, du projet agroécologique? Et donc l'idée, c'est de développer des filières agroécologiques avec des cahiers des charges qui impliquent la réduction du travail du sol, la couverture des sols. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'était trop tôt? Tu étais tout seul? Pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas labellisé? Parce que c'était trop tôt. Pourquoi pas un label agroécologique? Oui. Parce que j'y ai pensé, mais c'était un peu tôt. Parce qu'il faut arriver à structurer et à contrôler. Parce que le moment où ça vient du ministère, c'est un sujet qui doit être contrôlé par l'État, et j'en avais pas les moyens à l'époque, et ça demandait un travail colossal. Alors, où on passe après par les industriels ou la grande distribution, hein, qui valident et qui sont, eux, des prescripteurs avec un label. Mais si on passait par l'État, il fallait que je sois en capacité d'avoir des indicateurs, d'ailleurs précis, parce que sinon ça ne marche pas. Et deuxième point, d'avoir les moyens pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas évident comme ça. Bon, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire, et puis c'était un peu trop tôt, parce que la loi a été votée en 2014, elle s'appliquait dans 2015, 16, 17, et voilà, ça va vite. Hein. Et oui, le temps passe. Bon, aujourd'hui, il y a des melons, il va y avoir des menus dans la restauration collective pour l'agriculture du vivant, donc tu peux au moins avoir, j'espère en tout cas, la satisfaction de savoir que on continue, on peut te remercier pour tout ça. Tu as quand même été un ministre à l'écoute, qui lisait les messages, qui regardait les photos, qui passait les coups de fil quand il fallait, au moment où il fallait. C'est important quand même tout ça. Oui, oui, non, mais non, je suis... Qu'est-ce que je vais dire, je suis quand même fier de ce que j'ai fait hein, comme ministre. J'ai été présent tant que j'ai pu, et sur tous les fronts. Sur le front de l'agroécologie du projet que je portais, sur le front après des difficultés que rencontraient les agriculteurs. À chaque fois, j'ai dû faire plus de 250 déplacements partout en France, j'en ai fait. Ouais. Vraiment, j'ai cherché à être au plus proche et au contact. Ça m'est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises, et quelquefois c'est les agriculteurs qui sont venus à mon contact, même un dimanche soir. Mais non, j'ai cherché à être vraiment un acteur, à la fois innovant dans les méthodes, dans l'objet, dans le projet, et en même temps très proche pour pouvoir faire passer des messages. Ou peut-être que c'est bien caché, mais nous, là, dans notre quotidien, on ne trouve pas d'acteurs qui refusent ce principe d'agroécologie. Donc ça, c'est quand même une réussite. Même si, moi je le redis, je pense que, y compris dans tes équipes, ça a été un peu long à comprendre. Moi je le dis comme je l'ai vécu avec toi et avec d'autres. Je trouvais que c'était un peu long, que tu devais expliquer beaucoup, que tu devais expliquer souvent, bien sûr. que tu devais réexpliquer, on a senti... Mais tu connais la formule, hein, je comprends vite, mais il faut expliquer longtemps. on peut le dire. Sache que on travaille avec des gens qui ont le marché du ministère de l'Agriculture, donc dans quelques mois, il y aura des menus agroécologiques au ministère. Mais c'est très bien. Moi, je suis vraiment très... Alors là, toutes ces dynamiques, elles ont été lancées et on les a mises en place. Et en tout cas, on a mis les jalons pour pouvoir, comment dirais-je, baliser le chemin. Puis après, les gens, pour le coup, je vais prendre une formule, marchent. Et ça se fait en marchant. Hein, ça se fait en avançant, en tout cas. Moi, je suis convaincu de ça. Donc à vous, maintenant aussi, d'être des relais.
faut le faire avec l'intelligence qu'on a eue de bien regarder comment ça pouvait servir l'agriculture. Bon, tu m'as dit tout à l'heure que donc on t'avait proposé de devenir président de la FAO. Quand j'ai été invité à la FAO, dans ce colloque qui a porté sur l'agroécologie, c'était un symposium, 70 pays, 700 personnes, c'était un succès. Et c'était au mois de mars, je crois, à Rome. Non, vous n'étiez pas invité, c'est moi. Vous ne pouvez pas invité tout le temps. Donc j'étais invité d'honneur et j'ai été d'ailleurs très très bien accueilli pour ce que j'ai fait sur l'agroécologie, puisque à la FAO j'ai lancé l'agroécologie, le club des pays de l'agroécologie a été créé, je le dis au passage, donc il y a des choses qui avaient bougé, j'avais emmené plusieurs agriculteurs de la Chapelle en particulier pour avoir aussi leur donner des choses à voir et à comprendre. Et donc tout ça, ça s'est mis à diffuser un peu, beaucoup. Et du coup, là, lors de ce symposium, quand même, la FAO, et donc j'ai obtenu ma médaille de la FAO, a adopté une stratégie sur l'agroécologie. Et à l'époque, c'est vrai, certains me disaient, mais il faut que ça soit toi, le directeur général de la FAO. Mais bon, la vie politique étant ce qu'elle est, je ne vais pas vous faire de dessin maintenant. Je ne suis pas à Rome, je suis au... Voilà. Tu retournes Mont. On s'était rencontrés au mois d'octobre à Montréal pour un colloque sur l'agriculture du vivant aussi, qui avait été organisé par des étudiantes de l'université. Juste comme ça, par curiosité, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme différence fondamentale? Qu'est-ce que tu as perçu comme différence fondamentale entre leur approche, la nôtre, même si ça a été assez court, on n'a pas eu le temps de... Ouais, on n'a pas eu le temps d'abord, j'ai trouvé... Là-bas, la question des OGM Roundup Ready est très présente, qu'on n'a pas chez nous. Les OGM Roundup Ready, ouais. Là-bas, elle est très présente dans et donc le clivage chimie, pas chimie, glypho, pas glypho, OGM, pas OGM, il est encore plus violent. Enfin, moi, c'est ce qui m'a saisi en tout cas. Est-ce que... Bon, d'abord, moi, ce qui m'a saisi, c'est que dans cette Amérique du Nord, qui est traversée par quand même des mouvements très conservateurs, et avec Trump en particulier, il y a tout un mouvement sur cette régénération du sol, là, qui fonctionne entre le Canada et les États-Unis. Donc, dans toute cette Amérique du Nord, il y a une espèce de mouvance qui s'organise. Hein. Très bio-organique, pas vraiment, moi, ce que j'ai perçu assez, comment dirais-je, avancé sur un certain nombre d'éléments techniques sur les sols, mais très sur couverture traditionnelle, no-till comme ils l'appellent, alors que je pense qu'on a fait quelques progrès de notre côté qui vont être aussi des éléments importants sur le carbone dans les sols, sur la place des vers de terre. Ils sont plutôt microbio ou bio, quoi. Bon. Mais c'est un mouvement, c'est ça qui m'a frappé, de jeunes, et qui s'organise et qui est très structuré à l'américaine, quoi. C'est-à-dire que, en termes de com, d'organisation, c'était quand même un colloque qui avait de la gueule, voilà, on est d'accord, qui avait de la gueule. Et je vois d'ailleurs qu'il me renvoie maintenant toujours un peu les infos, et ça continue. Et d'ailleurs sur San Francisco, c'est les démocrates américains, la Californie, qui justement fait ce sommet sur le climat avec des grands enjeux, parce qu'ils veulent montrer qu'ils existent et que face à Trump qui dit que le réchauffement climatique n'existe pas, ben voilà, vous avez vu d'ailleurs que le Rio Grande est déjà sec, puisqu'ils arrêtent les largages et tout ça, t'as plus une goutte d'eau là, et ça, au fur et à mesure ça ne cesse d'avancer. J'ai vu, c'était un reportage qui était passé il n'y a pas longtemps là. Alors, grande nouvelle cette semaine, Marcel Boucher revient de Shanghai, premier colloque international sur les vers de terre. À Shanghai. Shanghai, 300 participants. Marcel Boucher a fêté ses 50 ans de mariage et il a marié la fille de son premier thésard chinois, qui aujourd'hui a une cinquantaine d'années, c'est plus un gamin. Et aujourd'hui, donc, Marcel Boucher, éminent chercheur sur les vers de terre français, donc un thésard qui a commencé à bosser il y a une quinzaine d'années là-bas. Lui-même a une dizaine d'étudiants en thèse sur les vers de terre. Premier colloque international sur les vers de terre en Chine. Président d'honneur Marcel Boucher. Nous, la France, là, on... T'as lu son livre, toi, en plus? J'ai lu toute la première partie parce que c'est tellement épais que tu m'avais offert ça quand on était aux controverses à Marcillac. Mais j'ai lu son livre. Hein. D'ailleurs, j'en ai tiré un certain nombre d'éléments dans mon bouquin. Bien sûr que j'ai... Les Chinois nous passent devant.
Alors les Chinois sont très intéressés par l'agroécologie, puisqu'ils ont été membres du club de l'agroécologie à la FAO, et j'avais fait venir, on a poussé pour que la Chine vienne à la FAO, hein. Je le dis au passage en plus, hein. Et la France a plaidé, non il n'y était pas, premier voyage de Hollande en 2012, fin 2012, et on va faire rentrer la Chine dans la FAO. Puis du coup ils s'intéressent à l'agroécologie, parce qu'ils ont un gros problème de sol, et d'érosion éolienne, et les nuages de poussière à Pékin sont des problèmes majeurs. Donc ils ont bien compris agroforesterie et agroécologie. Hein. C'est ça, c'est la même histoire. Hein, le Dust Bowl des États-Unis. Mais en même temps, comme toujours, ils sont aussi sur un versus complètement industrialisé de l'agriculture à grande échelle. Et donc, autant ils avancent très vite sur la question agroécologique parce qu'ils ont un vrai problème avec les sols, autant ils basculent aussi dans le délire des élevages de production à des milliers et des milliers de truies. Bon. Donc là, ils ont un problème de réglage, mais ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont 9% de leur surface vraiment utile pour produire de l'alimentation et des produits agricoles, alors qu'ils sont 1,4 milliard. Hein. Donc, eux, c'est un vrai sujet vital. C'est pas, tu vois, pas on gaspille des terres agricoles. Ils en ont pas assez, et c'est pour ça qu'ils en achètent partout, et ils ont un problème de rationalisation et de reconquête d'une partie de la perte des terres agricoles qu'ils ont laissé filer aussi. Oui, parce qu'il y a eu de la désertification. Ouais. Alors eux, ils ont envisagé enfin c'est pas envisagé, ils ont déjà traduit le bouquin de Marcel Boucher, mais les Américains l'ont pas fait, ils n'ont pas traduit. Non, et les Américains sur les vers de terre sont un peu en deçà. D'ailleurs, on l'avait vu à Montréal, ils étaient beaucoup sur le microbio, colembole et tout ça, mais peu sur les vers de terre. On s'en est aperçu. Tant qu'ils labourent, de toute façon, les vers de terre... Oui, mais pas forcément, même ceux qui labourent pas. Tu vois, ils n'étaient pas branchés sur... Et en particulier, ce qui est possible avec les vers de terre, c'est que tu as une partie de la fertilité de tes sols qui peut être liée au nombre de vers de terre qui te font de l'azote. Ouais. Bon, oui. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Ça le fond du débat quand même, oui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas encore été jusque-là. Non. Ils sont un peu en retard là-dessus. Non, mais c'est une très belle reconnaissance, en tout cas, pour Marcel. Excellent. Mais dans le club 4 pour 1000, on fera une section spécifique vers de terre internationale. Ouais. Pour que ça vive et que ça se traduise. Eh oui, on revient à Aristote. Bon, mes amis. Allez. Bon, en fait, on a oublié de te dire que tu as le bonjour de Christian Abadi. Ouais. Ouais, parce que tu sais ou tu sais pas, on a fait des indiciades chez lui, beaucoup, on a fait des bilans humiques, on a regardé un petit peu le stockage du carbone. Il est à 24 pour 1000 aujourd'hui. 24 pour 1000. Christian, il est à 24 pour 1000, donc il te donne le bonjour. Puis on voulait te faire une confidence, on n'a jamais pu te le dire, mais aujourd'hui on peut. Juste avant que tu partes, on a plein d'agriculteurs qui nous ont appelés. Parce qu'il fallait que tu partes. Il y avait quand même une échéance, n'est-ce pas? Et les agriculteurs qui étaient plutôt de la Fédé, plutôt pas tellement, enfin je pense pas qu'ils avaient la carte OPS, ils disaient mais qu'est-ce qui va se passer? Ils nous appelaient, qu'est-ce qui va se passer quand Stéphane va partir? C'était quand même assez... 5 ans c'est long, donc ils sont habitués à la fois à avoir une tête de turc pour taper dessus, puis en même temps ils respectaient quand même. Bon, voilà. Ils étaient inquiets, les agriculteurs qui n'étaient pas de ton bord politique, il faut le dire comme ça, ils étaient inquiets de savoir que tu allais partir. Ça, c'était assez surprenant, voire un peu stupéfiant de dire mais le FOL va partir. Alain, Conrad, là, qu'est-ce qui va se passer? Mais attendez, vous nous posez des questions, les mecs, là, on n'a pas forcément la réponse. Je te le dis parce que c'est quand même extrêmement important, cette reconnaissance agricole sur un projet agronomique et pas juste un projet politique. Ouais, bien sûr. Arbitré comme ça, vite fait, entre les copains. Non, mais moi je me rends compte aussi, parce que la plupart du temps, je renvoie et je discute avec certains, je vois bien quand même que il s'était lié, il s'était passé quelque chose, voilà, à la fin quand même. Bon. Et ils reconnaissent tous qu'au moins, il y avait une ligne indispensable. Merci à toi. Merci à vous. Merci Stéphane. Ciao.